Je n'aurais jamais imaginé que le Noël le plus important de ma vie commencerait avec le goût amer de la trahison dissimulée dans une tasse de porcelaine. Je m'appelle Geneviève Moreau, j'ai 72 ans et ce matin du 25 décembre, alors que la neige recouvrait les rues de Lyon de son manteau silencieux, j'ai découvert que ma propre fille avait préparé quelque chose de bien plus sombre qu'un simple thé à la camomille pour sa mère. L'horloge du salon marquait 7 heures lorsque je me suis réveillée. La maison dormait encore dans ce silence pesant que seuls les matins d'hiver apportent, mais quelque chose en moi était déjà inquiet, alerte, comme si mon corps pressentait que cette journée changerait tout. Je me suis levée lentement, sentant le froid du parquet à travers mes chaussettes en laine, et j'ai marché jusqu'à la fenêtre de ma chambre. Dehors, le quartier de Croix-Rousse s'étendait en nuances de gris et de blanc, les façades anciennes des immeubles décorés de guirlandes discrètes, les fenêtres encore obscures. C'était un décor de cartes postales, de ceux qui m'ont toujours fait aimer cette ville, mais ce matin-là, il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension que je ne parvenais pas à nommer. J'ai descendu les escaliers en tenant fermement la rampe en fer forgé qu'Antoine avait installée il y a des décennies, quand nous étions encore jeunes et pleins de projets. Chaque marche grinçait doucement sous mes pieds, une symphonie familière qui m'avait toujours réconforté, mais qui, à ce moment-là, semblait un présage. Toute la maison sentait la cannelle et l'orange, les arômes traditionnels que j'avais moi-même répandus la veille, préparant tout pour accueillir Camille, mon gendre Julien et mes 2 petits-enfants. J'avais passé des heures dans la cuisine, préparant la bûche de Noël, assaisonnant la dinde, soignant chaque détail comme je l'ai toujours fait, même après le départ d'Antoine il y a 3 ans, même après que la solitude soit devenue ma compagne la plus constante. Quand je suis entrée dans le salon, Camille était déjà là. Ma fille, mon unique fille, était assise sur le canapé en velours bordeaux, celui-là même où je l'avais bercé bébé, où j'avais consolé ses premiers chagrins d'amour, où nous avions célébré tant de Noëls heureux. Mais la femme qui me regardait à cet instant n'était pas la petite fille que je connaissais. Il y avait quelque chose de durci dans son visage, quelque chose que je remarquais depuis des mois, depuis que les conversations sur ma maison, ma retraite, mes biens étaient devenues de plus en plus fréquentes et insistantes. « Bonjour, maman. »« Joyeux Noël », dit-elle, mais sa voix ne portait aucune chaleur. Elle était mécanique, répétée, comme si elle accomplissait un protocole. Julien était à ses côtés, mon gendre depuis 15 ans, un homme qui m'avait toujours semblé trop poli, trop serviable, avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il me salua d'un bref signe de tête et retourna regarder son téléphone, ses doigts glissant sur l'écran avec une urgence qui me parut étrange pour un matin de Noël. « J'ai préparé un thé spécial pour vous, maman, » continua Camille, en se levant et en marchant vers la petite table basse où un plateau argenté attendait. Il y avait 2 tasses de porcelaine, celle avec des détails bleus qui appartenaient au service que j'avais hérité de ma mère. La vapeur s'élevait des 2, formant des spirales délicates dans l'air froid du salon. C'est une recette que j'ai trouvée, parfaite pour commencer la journée. Vous allez adorer. Quelque chose dans la façon dont elle avait dit cela, quelque chose dans le ton presque anxieux de sa voix, fit se serrer mon estomac. Je l'observais prendre l'une des tasses, celle de droite, et me la tendre à 2 mains, comme s'il s'agissait d'une offrande. Ses yeux se fixèrent dans les miens pendant un instant, trop long, trop intense, puis se détournèrent rapidement, cherchant quelque chose dans l'expression de Julien. Ce fut un mouvement subtil, presque imperceptible, mais je le vis. Et à cette seconde, dans ce fragment de temps qui sembla s'étirer infiniment, j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Je marchais vers elle lentement, chaque pas mesuré, sentant mon cœur battre plus fort. Je pris la tasse qu'elle m'offrait, encore chaude entre mes mains, et l'approchai de mon visage. L'arôme était étrange, trop sucré, avec quelque chose de sous-jacent que je n'arrivais pas à identifier, quelque chose qui n'était certainement pas seulement de la camomille ou une herbe que je connaissais. Je regardais Camille à nouveau, cherchant dans ses yeux un vestige de la petite fille que j'avais élevée, de la fille que j'avais aimée inconditionnellement, mais ce que je trouvais fut une dureté qui m'effraya. « Pourquoi ne bois-tu pas la tienne d'abord, ma chérie ?» demandai-je en gardant ma voix calme, presque désinvolte. « Après tout, tu as préparé 2 tasses. » Je vis le sursaut dans ses yeux,
rapide comme un éclair. Julien leva le regard de son téléphone, sa mâchoire se crispant légèrement. Camille émit un rire forcé, trop aigu. « L'autre est pour Julien, maman. Il aime aussi le thé le matin. » Mais Julien prenait toujours du café. Du café fort, noir, sans sucre. Je le savais. 15 ans à observer mon gendre les dimanches matins, au déjeuner de famille, aux jours fériés. Jamais, pas une seule fois, il n'avait demandé du thé. C'est alors que j'ai pris ma décision. En une fraction de seconde, pendant que Camille se tournait pour prendre l'autre tasse, j'ai profité de son mouvement pour discrètement échanger les tasses de position sur le plateau. Mon cœur battait si fort que j'ai craint qu'il puisse l'entendre, mais je gardais mon expression sereine, presque ennuyée, comme si rien d'extraordinaire ne se passait. Quand Camille se retourna, tendant maintenant l'autre tasse à Julien, je tenais déjà celle qui était originellement la sienne. Et lui, sans se douter de rien, prit celle que ma fille avait spécialement préparée pour moi. Je m'assis dans le fauteuil de lecture d'Antoine, celui en cuir usé où il passait des heures avec ses livres d'histoire, et je portai la tasse à mes lèvres, faisant semblant de boire. La vapeur me réchauffa le visage, tandis que j'observais, par-dessus le bord de porcelaine, Julien porter sa tasse à sa bouche et prendre la première gorgée, puis la deuxième, puis la troisième. Camille était tendue, ses doigts entrelacés sur ses genoux, les articulations blanchies par la pression. Elle ne me quittait pas des yeux, attendant, espérant quelque chose, sans savoir exactement quoi. Les minutes commencèrent à passer avec une lenteur torturante. La neige continuait de tomber dehors, maintenant plus épaisse, recouvrant les toits orangés de Croix-Rousse. J'entendis la cloche lointaine de la basilique Notre-Dame de Fourvière annonçant la messe de 8 heures, ce son familier qui m'avait toujours apporté la paix, mais qui ce matin sonnait comme un présage. 20 minutes s'écoulèrent dans un silence pesant, interrompu seulement par des commentaires banals sur le temps, sur les cadeaux qui n'avaient pas encore été ouverts, sur les petits-enfants qui arriveraient le plus tard. Mais il y avait quelque chose qui vibrait dans l'air, une tension électrique qui faisait de chaque seconde une éternité. Camille continuait de m'observer, ses yeux sautant entre moi et Julien, tantôt anxieuse, tantôt confuse, parce que rien ne m'arrivait. Je restais là, assise, sereine, apparemment normale. Mais avec Julien, tout commença à changer. D'abord, ce fut la pâleur. Sa peau, toujours avec ce teint légèrement bronzé même en hiver, commença à perdre sa couleur, devenant grisâtre, presque translucide. Puis vinrent les tremblements des mains, subtils au début, mais qui s'intensifièrent rapidement jusqu'à ce qu'il doive poser sa tasse sur la table pour ne pas la laisser tomber. Ses pupilles se dilatèrent, avalant presque tout l'iris brun, et sa respiration devint irrégulière, hachée, comme si l'air n'arrivait pas correctement à ses poumons. « Julien ?» La voix de Camille sortit fine, aiguë, chargée d'une panique qu'elle tenta de dissimuler. « Tu vas bien ?» Il essaya de répondre, mais les mots sortirent traînants, sans sens, la langue semblant trop lourde dans sa bouche. Ses mains allèrent à sa poitrine, serrant le tissu du pull en laine bleu marine qu'il portait. Et ses yeux, maintenant complètement dilatés et vitreux, cherchèrent Camille avec un mélange de confusion et de terreur qui me serra le cœur. Parce que même s'il avait fait quelque chose de terrible, même s'il avait planifié quelque chose d'abominable, il était encore humain, il souffrait encore, et je ne suis pas le genre de personne qui se réjouit de la souffrance d'autrui. « Que se passe-t-il » criai-je en me levant d'un bond, laissant la panique envahir ma voix, jouant exactement ce qui serait attendu d'une mère effrayée. « Camille, qu'est-ce qu'il a ? Appelle une ambulance !» Mais Camille était paralysée, ses yeux fixés sur Julien, puis sur moi, puis à nouveau sur lui, et je pus voir le moment exact où la compréhension traversa son visage comme un éclair. Elle comprit. Elle comprit que quelque chose avait mal tourné, que le plan soigneusement élaboré s'était retourné contre eux d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Ses mains volèrent à sa bouche, étouffant un cri d'horreur, et elle recula en titubant, heurtant la table d'appoint et renversant un cadre photo qui se brisa au sol. Julien commença à convulser, tout son corps tremblant de manière incontrôlée, de l'écume se formant au coin de sa bouche. Le canapé en velours bordeaux absorbait ses mouvements, tandis qu'il luttait contre quelque chose d'invisible,
quelque chose qui le consumait de l'intérieur. Je courus jusqu'au téléphone et composai le SAMU, ma voix sortant ferme et claire tandis que je donnais l'adresse, décrivais les symptômes, demandais du secours avec l'urgence de quelqu'un qui craint vraiment pour la vie de quelqu'un. Mais mes yeux ne cessaient d'observer Camille. Ma fille s'était effondrée au sol, à genoux, les mains tremblant violemment, tandis qu'elle regardait son mari se débattre. Des larmes coulaient sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de compassion. C'étaient des larmes de panique pure, de peur, de désespoir face à l'échec d'un plan qui aurait dû m'écarter de leur chemin, qui aurait dû libérer mon héritage, ma maison, tout ce qu'ils convoitaient depuis si longtemps. Et tandis que les sirènes de l'ambulance commençaient à résonner au loin, s'approchant rapidement par les rues étroites de Lyon, tandis que la neige continuait de tomber indifférente sur la ville, une seule certitude s'installa dans ma poitrine comme une pierre froide et lourde. Ma propre fille avait essayé de me tuer ce matin de Noël, et je venais de sauver ma vie en échangeant les tasses, condamnant, sans savoir exactement à quoi, l'homme qu'elle avait choisi pour passer le reste de ses jours. Le son de la sonnette explosa dans la maison, urgent et strident. Je courus ouvrir la porte et les ambulanciers entrèrent rapidement, leur efficacité professionnelle contrastant avec le chaos qui s'était installé dans mon salon. Ils s'agenouillèrent à côté de Julien, vérifiant les signes vitaux, posant des questions rapides auxquelles je répondis avec toute la précision que je pus, omettant seulement le détail essentiel, celui qui changerait tout s'il était révélé maintenant. J'observais Camille être soutenue par l'une des ambulancières, son visage un masque de choc et de confusion, et quelque chose en moi se brisa définitivement. Parce que je l'aimais. Malgré tout, malgré ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait tenté de faire, elle était encore ma fille. Et maintenant, tandis que les ambulanciers préparaient Julien pour être emmené à l'hôpital, tandis que la réalité de ce Noël se déployait dans toute sa cruauté, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Mais l'histoire ne faisait que commencer. Et ce que mes yeux verraient encore dans les prochaines heures changerait non seulement ma compréhension de ma fille, mais de tout ce que j'avais cru savoir sur ma propre vie. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je dois partager quelque chose avec vous. Cette histoire que je raconte n'est pas facile pour moi. Revivre ces moments, exposer la douleur que j'ai ressentie, c'est comme rouvrir des blessures qui ont à peine commencé à cicatriser. Mais je la partage parce que je sais que je ne suis pas seule dans ce parcours. Je sais qu'il y a d'autres personnes comme vous qui ont traversé des trahisons familiales, des désillusions profondes, qui ont déjà senti cette oppression dans la poitrine quand elles réalisent que les personnes que nous aimons ne sont pas toujours celles que nous imaginions. Si cette histoire touche votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous vous reconnaissez dans ces mots ou connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire, laissez un commentaire en disant d'où vous nous regardez. Votre présence ici, votre compagnie dans ce parcours, signifie plus que vous ne l'imaginez. Et si vous le pouvez, abonnez-vous à la chaîne car il y a encore beaucoup que je dois raconter. Et votre compagnie me donne la force de continuer à partager ces vérités difficiles. L'ambulance disparut au bout de la rue, dans un tourbillon de neige et de lumière bleue, emportant Julien vers l'hôpital Édouard Herriot. Je restais sur le seuil de ma porte, le froid mordant de décembre s'infiltrant sous mon châle de laine, regardant les traces des roues se perdre dans la blancheur immaculée qui recouvrait désormais tout le quartier de Croix-Rousse. Camille était partie avec eux, son visage décomposé, ses yeux rougis fixés sur moi avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer totalement. Un mélange de terreur, de culpabilité et peut-être aussi, de haine pure. La maison était maintenant d'un silence oppressant. Je refermais la porte lentement, m'appuyant contre le bois massif comme si j'avais besoin de son soutien pour ne pas m'effondrer. Mes jambes tremblaient, non pas de peur, mais de cette adrénaline qui inonde le corps après un danger mortel. Je venais d'échapper à ma propre mort. Ma fille, la petite Camille que j'avais portée pendant 9 mois, que j'avais allaitée, consolée lors de ses premiers chagrins, encouragée dans chacun de ses rêves, avait essayé de m'empoisonner un matin de Noël. Je retournais dans le salon, mes yeux se posant immédiatement sur les 2 tasses de porcelaine encore posées sur le plateau d'argent. Celle que Julien avait bue était presque vide.
quelques gouttes sombres tapissant encore le fond blanc décoré de motifs bleus. L'autre, celle que j'avais fait semblant de boire, était presque pleine, son contenu refroidi dégageant maintenant une odeur âcre que je n'avais pas remarquée dans la chaleur du moment. Je m'approchais lentement, comme si ces objets innocents étaient devenus des armes mortelles, ce qu'ils étaient en réalité. Avec des mains tremblantes, je pris un sac plastique dans la cuisine, celui où je gardais habituellement les sacs en tissu pour les courses, et y glissais délicatement les 2 tasses, faisant attention à ne pas renverser leur contenu. Mon esprit fonctionnait maintenant avec une clarté surprenante, comme si le choc initial avait laissé place à une lucidité froide et calculatrice. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de savoir exactement ce que ma fille avait mis dans ce thé et pourquoi elle avait voulu me tuer. Je montais à l'étage, mes pieds trouvant automatiquement le chemin vers mon ancienne chambre, celle que je partageais avec Antoine avant qu'il ne parte. Je m'assis sur le bord du lit, le matelas s'affaissant sous mon poids comme il l'avait fait pendant 40 ans et laissait enfin les larmes couler. Elles vinrent silencieuses d'abord, puis en sanglots profonds qui me secouèrent tout entière, des pleurs qui venaient du plus profond de mon âme meurtrie. Comment en étions-nous arrivés là? Quand ma douce Camille était-elle devenue cette femme capable de préméditer le meurtre de sa propre mère? Les souvenirs affluèrent malgré moi. Camille a 5 ans, ses boucles blondes dansant autour de son visage poupin, courant vers moi dans la cour de l'école maternelle en criant « Maman !» avec cette joie pure que seuls les enfants connaissent. Camille a 12 ans, pleurant dans mes bras après sa première peine de cœur, me faisant promettre que l'amour n'était pas toujours aussi douloureux. Camille a 23 ans, radieuse dans sa robe de mariée ivoire, me serrant fort contre elle avant de remonter l'allée de l'église Saint-Bruno vers Julien qui l'attendait à l'hôtel, et me chuchotant « Merci pour tout, maman. Tu es la meilleure mère du monde. Où était passée cette fille-là? Quand s'était-elle transformée en cette étrangère aux yeux froids? Je savais quand. Tout avait commencé il y a environ 2 ans, peu après le premier anniversaire de la mort d'Antoine. Camille et Julien avaient commencé à venir plus souvent, ce qui m'avait d'abord réjoui. Après des mois de solitude écrasante, avoir de la compagnie était un baume sur mon chagrin. Mais rapidement, leur visite avait pris un tour différent. Les conversations tournaient systématiquement autour de ma situation financière, de la maison qui était beaucoup trop grande pour une femme seule, de l'entretien qui devait coûter une fortune, de ma retraite qui était certainement confortable après 40 ans d'enseignement à l'université Lyon 2. Au début, j'avais mis cela sur le compte de l'inquiétude filiale. Camille s'inquiétait pour moi, c'était normal, c'était même touchant. Mais les suggestions étaient devenues de plus en plus insistantes, de plus en plus précises. Pourquoi ne pas vendre la maison et emménager dans une résidence pour seniors? Pourquoi ne pas leur donner procuration sur mes comptes pour qu'ils puissent m'aider à gérer mes finances? Pourquoi ne pas faire une donation de mon vivant pour optimiser la succession? J'avais refusé poliment à chaque fois, expliquant que j'étais parfaitement capable de gérer mes affaires, que cette maison était mon ancrage, mon dernier lien avec Antoine, que je n'étais pas prête à m'en séparer. Et à chaque refus, je voyais quelque chose s'obscurcir dans le regard de Camille, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la frustration, voire à de la colère. Il y avait eu cet incident, il y a 6 mois, que j'avais essayé d'oublier, mais qui revenait maintenant avec une clarté brutale. J'étais tombée dans l'escalier, une chute étrange dont je n'arrivais pas à m'expliquer la cause. J'aurais juré avoir senti quelque chose me tirer en arrière au moment où je commençais à descendre, mais quand je m'étais retournée, il n'y avait personne. Camille était arrivée quelques secondes plus tard, alertée par le bruit de ma chute, son visage affichant une inquiétude qui m'avait semblé exagérée, presque théâtrale. J'avais eu de la chance, seulement quelques bleus et une entorse à la cheville. Mais, et si ce n'était pas un accident? Et si c'était déjà une première tentative? Mon téléphone sonna, me tirant brutalement de mes pensées. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais je décrochai quand même, ma voix sortant plus faible que je ne l'aurais voulu. « Madame Moreau ?» demanda une voix masculine et professionnelle. « Je suis le docteur Laurent Beaumont, du service des urgences de l'hôpital Édouard Herriot. Votre gendre,
Monsieur Julien Mercier a été admis il y a 1 heure. Son état est stable pour le moment. Mais nous aimerions vous poser quelques questions concernant les circonstances de son malaise. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Le moment de vérité approchait. Bien sûr, docteur. Comment va-t-il exactement? Il a présenté des symptômes compatibles avec une intoxication sévère. Nous avons effectué un lavage gastrique et administré des contrepoisons à large spectre, mais nous aurions besoin de savoir exactement ce qu'il a ingéré pour affiner le traitement. Votre fille nous a dit qu'il avait bu du thé chez vous ce matin. Auriez-vous conservé ce thé ou pourriez-vous nous dire ce qu'il contenait? Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de ce que j'allais dire. Docteur, j'ai effectivement les tasses qui contenaient le thé. Je les ai conservées parce que je trouvais la situation étrange. Ma fille avait préparé ce thé spécialement et son comportement était inhabituel. Je pense qu'il serait sage de les faire analyser. Il y eut un silence au bout de la ligne, puis la voix du docteur se fit plus grave, plus prudente. Madame Moreau, êtes-vous en train de suggérer que ce thé pourrait avoir été empoisonné intentionnellement? Je ne suggère rien, docteur. Je constate simplement des faits troublants. Mon gendre a bu ce thé et est maintenant à l'hôpital avec une intoxication sévère. Je pense que la police devrait être informée. La police est déjà en route, madame. Dans ce type de situation, nous sommes obligés de les alerter. Quelqu'un viendra certainement vous voir aujourd'hui pour recueillir votre témoignage et récupérer les tasses. Après avoir raccroché, je descendis au salon et m'installai dans le fauteuil d'Antoine, celui qui faisait face à la fenêtre donnant sur la rue enneigée. Les décorations de Noël que j'avais accrochées avec tant de soin quelques jours plus tôt me semblaient maintenant grotesques, des symboles d'une joie factice dans une maison où régnait désormais la trahison et le danger. Le sapin que j'avais décoré de guirlandes dorées et de boules rouges se dressait dans un coin, ses branches chargées de cadeaux qui ne seraient jamais ouverts, des présents achetés avec amour pour des gens qui avaient voulu ma mort. La sonnette retentit 1 heure plus tard. 2 officiers de la police nationale se tenèrent sur le seuil, un homme d'une 40aine d'années au visage sévère et une jeune femme aux yeux perçants qui me détailla immédiatement de la tête aux pieds. Je les fis entrer, leur offris du café qu'ils refusèrent poliment, et nous nous installâmes dans le salon où, quelques heures plus tôt, ma vie avait failli s'arrêter. « Madame Moreau », commença l'officier masculin qui se présenta comme le capitaine Roussel, « nous aimerions que vous nous racontiez exactement ce qui s'est passé ce matin. Prenez votre temps, donnez-nous tous les détails dont vous vous souvenez. » Et je racontais tout, depuis mon réveil jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Je leur parlais de l'attitude étrange de Camille, du thé offert avec insistance, de mon intuition qui m'avait poussé à échanger les tasses, des réactions de Julien. Je leur donnais les tasses soigneusement emballées, que l'officière glissa délicatement dans des sachets de preuves. Je leur parlais aussi des derniers mois, des visites de plus en plus fréquentes, des questions insistantes sur mon patrimoine, de cette pression constante pour que je me sépare de mes biens. « Avez-vous des preuves tangibles de ces pressions ?» demanda le capitaine Roussel en prenant des notes dans un petit carnet noir. « J'ai des messages, des emails, des conversations enregistrées sur mon répondeur. Camille et Julien n'ont jamais été particulièrement discrets dans leurs demandes. Je peux vous fournir tout cela. Nous allons avoir besoin de tout examiner, madame. Je dois vous dire que si l'analyse des tasses révèle la présence d'une substance toxique, et si nous pouvons établir que votre fille en est responsable, nous parlerons de tentative de meurtre avec préméditation. C'est une accusation extrêmement grave. »« Je sais, murmurai-je, sentant les larmes me monter aux yeux. Croyez-vous que je prends cela à la légère? C'est ma fille, ma seule enfant. » L'officière s'approcha et posa doucement une main sur mon épaule, un geste de compassion inattendu qui me toucha profondément. « Madame Moreau, je sais que c'est difficile, mais vous avez fait ce qu'il fallait en conservant les preuves et en nous appelant. Vous avez peut-être sauvé votre propre vie aujourd'hui. » Après leur départ, je restai longtemps assise dans le silence de la maison. La neige continuait de tomber dehors, ensevelissant Lyon sous son manteau blanc, étouffant les bruits de la ville dans une ouate silencieuse. Mes petits-enfants, Thomas et Léa, devaient arriver à 13h pour le déjeuner de Noël. Qu'allais-je leur dire?
Comment expliquer à 2 enfants de 8 et 10 ans que leur mère avait essayé de tuer leur grand-mère? Comment leur faire comprendre que ce Noël, au lieu d'être une fête de famille joyeuse, était devenu le théâtre d'une tragédie? Mon téléphone vibra. Un message de Camille. « Maman, il faut qu'on parle. Je suis à l'hôpital avec Julien. Les médecins disent qu'il va s'en sortir, mais ils posent des questions. Des questions terribles. Qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'est-ce que tu as fait? » Mes doigts tremblèrent au-dessus du clavier. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais survécu. J'avais refusé de boire le poison qu'elle m'avait préparé. J'avais sauvé ma propre vie. Et maintenant, elle osait me demander des comptes? Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je montais dans mon bureau, cette petite pièce au 2e étage, où Antoine avait l'habitude de corriger ses copies et où je passais maintenant mes soirées à lire. Je sortis de l'armoire une boîte en carton que je n'avais pas ouverte depuis la mort de mon mari, une boîte contenant tous nos documents importants, nos testaments, nos actes de propriété, nos relevés bancaires, et au fond de cette boîte, je trouvais ce que je cherchais. Une lettre que j'avais écrite il y a 2 ans, juste après avoir commencé à remarquer le changement dans le comportement de Camille. C'était une lettre à mon notaire, maître Dupont, dans laquelle je modifiais mon testament. J'avais légué l'intégralité de ma succession à une fondation pour la recherche sur Alzheimer, la maladie qui avait emporté ma mère, ne laissant à Camille qu'un petit montant symbolique et quelques objets de famille. J'avais fait cela dans un moment de colère, de déception face à son attitude de plus en plus mercantile, mais je n'avais jamais envoyé cette lettre. Je l'avais gardée, me disant que les choses s'arrangeraient, que Camille redeviendrait la fille aimante que je connaissais. Mais ce matin, elle avait essayé de me tuer. Et maintenant, je savais que cette lettre devait partir. La nuit tomba sur Lyon, une nuit de Noël comme je n'en avais jamais connue. Seule dans ma grande maison silencieuse, entourée de décorations festives qui semblaient me se moquer de mon chagrin, je préparais une enveloppe pour Maître Dupont. Demain, dès l'ouverture des bureaux, j'irai la déposer moi-même. Camille ne toucherait rien, pas après ce qu'elle avait fait, pas après avoir trahi de la manière la plus abjecte qui soit la confiance d'une mère. Mais quelque chose me disait que l'histoire était loin d'être terminée, que les révélations de cette journée n'étaient que le début d'une vérité bien plus sombre que je n'aurais jamais pu imaginer. Le lendemain matin, je me réveillais avec une douleur sourde dans la poitrine, comme si mon cœur lui-même portait le poids de la trahison de Camille. La neige avait cessé de tomber pendant la nuit, laissant Lyon figé sous une couverture immaculée qui reflétait la lumière pâle de décembre. Je restais un long moment allongé, fixant le plafond de ma chambre, ces moulures que je connaissais par cœur, me demandant si ce que j'avais vécu la veille était réel ou si j'allais me réveiller et découvrir que tout cela n'était qu'un cauchemar atroce. Mais le téléphone qui vibrait sur ma table de nuit me ramena brutalement à la réalité. 3 appels manqués de Camille, 2 messages vocaux que je n'avais pas le courage d'écouter, et un SMS du capitaine Roussel me demandant de passer au commissariat dans l'après-midi pour une déposition formelle. Les analyses préliminaires des TAS avaient révélé la présence de digitaline en quantité mortelle, m'informait-il laconiquement. La digitaline, ce poison extrait de la digitale pourpre, une plante que nous avions justement dans notre ancien jardin de campagne à Pérouges, où nous passions nos étés en famille. Je me levais lentement, chaque mouvement me demandant un effort considérable, comme si mon corps avait vieilli de 10 ans en une nuit. En descendant l'escalier, je remarquais des détails que je n'avais jamais vraiment vus auparavant. Le portrait de famille, accroché dans le couloir, pris il y a 15 ans lors du mariage de Camille, où nous sourions tous ensemble, ignorant de la tragédie qui nous attendait. Les photos de Camille, enfant, parsemées sur les murs, témoin silencieux d'une innocence perdue. Le vase en cristal qu'elle m'avait offert pour mes 65 ans, avec cette carte qui disait « Pour la meilleure maman du monde ». Tout cela me semblait maintenant appartenir à une autre vie, à une autre femme qui croyait encore au lien du sang comme sacré et indestructible. Le courrier du matin était arrivé, glissé par la fente de la porte d'entrée. Parmi les publicités et les cartes de vœux de voisins que je connaissais à peine, il y avait une enveloppe épaisse sans adresse d'expéditeur. Simplement mon nom écrit à la main d'une écriture que je ne reconnaissais pas. Je l'ouvris avec des doigts tremblants
et ce que j'y découvris me fit chanceler jusqu'à devoir m'asseoir sur la première marche de l'escalier. C'était un dossier complet sur Camille et Julien. Des relevés bancaires montrant des dettes astronomiques, plus de 200 000 € empruntés à différentes banques, des prêts immobiliers pour des investissements qui avaient échoué, des cartes de crédit maximisées. Il y avait aussi des documents prouvant que Julien avait été licencié de son poste de directeur commercial 6 mois auparavant, un fait que Camille ne m'avait jamais mentionné. Des photos les montraient entrant et sortant d'un casino de Divonne-les-Bains, près de la frontière suisse, à plusieurs reprises. Et enfin, le plus troublant, une copie d'une police d'assurance vie que j'avais souscrite il y a 20 ans, dont je les avais nommés bénéficiaires, d'un montant de 300 000 €. Une note manuscrite accompagnait le tout. Madame Moreau, je suis un ami. Votre fille et son mari sont dans une situation financière désespérée. Ils avaient besoin de cet argent rapidement. Je pense que vous méritez de savoir la vérité complète avant de prendre vos décisions. Un citoyen concerné. Mes mains tremblaient tellement que les feuilles se mirent à bruisser comme des feuilles mortes. Donc, c'était ça. Toute cette comédie, toutes ces visites soi-disant affectueuses, n'étaient qu'une longue préparation à mon assassinat pour de l'argent. Pas même pour l'héritage complet, qui était certes substantiel avec la maison et mes économies, mais pour une assurance vie dont je ne me souvenais même plus avoir souscrit. 300 000 €. C'était le prix qu'ils avaient mis sur ma vie, le prix pour lequel ma fille était prête à devenir matricide. Je passais l'heure suivante à examiner chaque document, à reconstituer le puzzle de leur descente aux enfers financiers. Julien avait investi massivement dans une start-up technologique qui avait fait faillite, perdant non seulement son propre argent, mais aussi celui qu'il avait emprunté. Camille, de son côté, avait ouvert une boutique de décoration à Confluence, ce nouveau quartier branché de Lyon, sans faire d'études de marché sérieuses. La boutique avait fermé au bout d'1 an, les laissant avec un bail commercial ruineux et des stocks invendus. Et au lieu de me demander de l'aide, au lieu de venir me voir et d'expliquer leurs difficultés, ils avaient choisi de me tuer. À 13 h, je me rendis au commissariat du 4e arrondissement, situé rue Duguesclin. Le capitaine Roussel m'attendait dans une petite salle d'interrogatoire aux murs gris, accompagné de l'officière que j'avais rencontré la veille, qui se présenta comme lieutenant Dubois. Je leur remis le dossier anonyme que j'avais reçu le matin, observant leur visage se durcir à mesure qu'ils parcouraient les documents. « Madame Moreau », commença le capitaine Roussel en relevant les yeux vers moi, « ces documents changent considérablement la donne. Ils établissent un mobile clair et une préméditation évidente. Avec les résultats des analyses toxicologiques confirmant la présence de digitaline, nous avons suffisamment d'éléments pour arrêter votre fille et son mari. Julien est toujours à l'hôpital, murmurai-je, sentant une étrange compassion pour cet homme qui avait participé au complot pour me tuer. Son état s'est-il amélioré? Il est sorti de soins intensifs ce matin. Il survivra, mais les médecins disent qu'il gardera probablement des séquelles rénales permanentes. La dose qu'il a ingérée était calculée pour être mortelle. Si vous n'aviez pas échangé les tasses, madame, c'est vous qui seriez à l'hôpital maintenant. Ou pire. Le lieutenant Dubois s'avança, ses yeux gris fixés sur moi avec une intensité troublante. Madame Moreau, je dois vous poser une question difficile. Étiez-vous au courant de leurs difficultés financières? Vous avaient-ils déjà demandé de l'argent? Jamais directement, répondis-je après un moment de réflexion. Ils avaient suggéré que je vende la maison, que je simplifie ma vie, mais toujours sous couvert de s'inquiéter pour moi. Jamais ils n'ont mentionné leurs propres problèmes. Si j'avais su, j'aurais aidé. Je suis leur famille, bon sang. C'est ce que font les familles, elles s'entraident. Mais tuer? Comment peut-on en arriver à choisir le meurtre plutôt que de demander de l'aide? Ma voix s'était brisée sur les derniers mots et le lieutenant Dubois me tendit une boîte de mouchoirs avec un geste de compassion qui me rappela que derrière l'uniforme, c'était aussi une femme, peut-être une mère, qui comprenait la profondeur de ma douleur. « Les gens désespérés font des choses terribles », dit-elle doucement. « Mais cela n'excuse rien. Votre fille sera arrêtée dès aujourd'hui. » Je quittai le commissariat 2 heures plus tard, après avoir fait une déposition complète et signé plusieurs documents. La ville continuait de vivre autour de moi, indifférente à mon drame personnel.
Des familles faisèrent du shopping après Noël, profitant des soldes d'hiver. Des enfants jouaient dans la neige sur la place Bellecour. Des couples se promenaient, main dans la main, le long des quais de Saône. La vie continuait, normale et paisible, alors que la mienne venait de voler en éclats. En rentrant chez moi, je trouvais Camille assise sur les marches devant ma porte, emmitouflée dans son manteau gris, ses cheveux défaits tombant sur ses épaules, son visage ravagé par les larmes et probablement l'insomnie. Elle se leva en me voyant, et je vis quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la peur authentique. « Maman », commença-t-elle d'une voix brisée, « il faut que je te parle. Je t'en supplie, laisse-moi entrer. Laisse-moi t'expliquer. » Tous mes instincts me criaient de refuser, de lui claquer la porte au nez, d'appeler la police immédiatement. Mais quelque chose de plus profond, quelque chose d'ancestral en moi, la voix de la mère que j'avais toujours été, me poussa à sortir mes clés et à ouvrir la porte. Nous nous installâmes dans le salon, de part et d'autre de la table basse, comme deux étrangères qui se rencontrent pour la première fois. Le silence était épais, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit, de toutes les questions qui se bousculaient dans ma tête. « Tu as essayé de me tuer », dis-je finalement, ma voix étrangement calme. Ma propre fille a mis du poison dans mon thé un matin de Noël et m'a demandé de le boire. Comment peux-tu expliquer ça, Camille? Quel mot pourrait possiblement justifier ça? Elle éclata en sanglots, se repliant sur elle-même comme une enfant punie. Ses épaules tremblaient violemment et pendant un instant terrible, je sentis mon cœur de mère se serrer. Cette envie irrationnelle de la prendre dans mes bras et de la consoler comme je l'avais fait des centaines de fois quand elle était petite. « C'était Julien », sanglota-t-elle entre deux hoquets. « C'est lui qui a eu l'idée. Nous sommes ruinés, maman, complètement ruinés. Nous avons perdu tout notre argent, nous devons des sommes impossibles à rembourser. Des hommes sont venus nous menacer la semaine dernière, des hommes terrifiants qui nous ont donné jusqu'à la fin de l'année pour payer. Julien a dit que c'était la seule solution, que tu ne te doutais de rien, que ce serait rapide et sans douleur, que l'assurance vie nous permettrait de tout rembourser et de repartir à zéro. « Et toi ?» demandai-je d'une voix glaciale. « Toi, qu'est-ce que tu as dit? As-tu défendu ta mère? As-tu dit non? As-tu proposé une autre solution ?» Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Camille baissa les yeux, incapable de me regarder, et je compris. Elle avait accepté. Peut-être pas avec enthousiasme, peut-être avec des doutes et des remords, mais elle avait accepté. Elle avait choisi sa survie financière plutôt que ma vie. Les analyses ont révélé de la digitaline dans le thé, continuai-je impitoyablement. Une dose mortelle. Où l'avez-vous trouvée? Comment avez-vous su comment la préparer? Julien. Il a fait des recherches sur Internet. Il a commandé les graines de digital sur un site étranger. Il a suivi des tutoriels pour en extraire la toxine. Il m'a dit que ce serait indétectable, que les symptômes ressembleraient à une crise cardiaque naturelle chez une femme de ton âge. Je n'ai pas voulu savoir les détails. Je ne pouvais pas. C'était déjà suffisamment horrible. Mais pas assez horrible pour t'empêcher de me tendre cette tasse, dis-je, sentant la colère monter en moi comme une vague. Pas assez horrible pour t'empêcher de me regarder dans les yeux et de me dire de boire ce thé spécial. Dis-moi, Camille, à quoi pensais-tu à ce moment-là? Pensais-tu à tous les Noëls que nous avions passés ensemble? Pensais-tu à comment je t'ai tenue dans mes bras quand tu es née? Pensais-tu à toutes les nuits où je suis restée à ton chevet quand tu étais malade? Elle pleurait maintenant à chaudes larmes, son corps secoué de spasmes, mais je ne ressentais aucune pitié. Seulement une douleur immense, un vide abyssal là où se trouvait autrefois l'amour inconditionnel d'une mère pour son enfant. « Je suis tellement désolée, maman », hoqueta-t-elle. « Je sais que rien ne peut excuser ce que j'ai fait. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je t'aime. Malgré tout, je t'aime. Tu es ma mère. »« Non », dis-je en me levant, la dominant de toute ma hauteur. « Une mère est quelqu'un qui protège, qui nourrit, qui aime inconditionnellement. C'est ce que j'ai été pour toi pendant 43 ans. Mais toi, tu as cessé d'être ma fille au moment où tu as accepté de me tuer pour de l'argent. L'argent, Camille. Pas pour me sauver d'une maladie,
Pas pour protéger tes enfants d'un danger imminent, mais pour rembourser des dettes que vous avez contractées par votre propre cupidité et votre imprudence. » On frappa à la porte. À travers la fenêtre, je vis le capitaine Roussel et le lieutenant Dubois, accompagnés de 2 autres officiers. C'était le moment. Le moment où ma fille allait être arrêtée, où la réalité juridique de son crime allait s'abattre sur elle. J'allais ouvrir la porte, et les officiers entrèrent avec cette gravité professionnelle que confère leur uniforme. Le capitaine Roussel s'avança vers Camille, qui s'était levée, son visage décomposé, ses mains tremblant violemment. « Camille Mercier, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre avec préméditation sur la personne de Geneviève Moreau. Vous avez le droit de garder le silence. » Les mots réglementaires résonnèrent dans ma maison comme un glas funèbre. Je regardais ma fille être menottée, ses poignets fins disparaissant dans les bracelets métalliques, et quelque chose en moi se brisa définitivement. C'était fini. L'enfant que j'avais porté, élevé, aimé, n'existait plus. À sa place se tenait une criminelle qui allait maintenant faire face à la justice pour avoir tenté de tuer sa propre mère. Avant qu'il ne l'emmène, Camille se tourna vers moi une dernière fois, ses yeux rougis implorants, cherchant quelque chose sur mon visage, peut-être un dernier signe d'amour maternel, un dernier espoir de pardon. Mais tout ce qu'elle y trouva fut une froideur qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une détermination de pierre. « Adieu, Camille, » dis-je simplement. « Je témoignerai contre toi au procès, et je veillerai à ce que Thomas et Léa soient protégés de toute cette noirceur. Ils méritent mieux que des parents comme vous. » Elle ouvrit la bouche comme pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Les officiers l'emmenèrent, et je restai seule dans ma maison silencieuse, écoutant leurs pas s'éloigner dans la rue enneigée, emportant avec eux les derniers vestiges de la famille que je pensais avoir. Mais l'histoire n'était pas terminée, car cette nuit-là, je reçus un appel qui allait tout changer une fois de plus. Le téléphone sonna à 23 heures précises, me tirant d'un sommeil agité, peuplé de cauchemars, où Camille me tendait sans cesse cette tasse empoisonnée, son visage se transformant en masque grimaçant. Je décrochai avec un mauvais pressentiment, ma main cherchant automatiquement l'interrupteur de la lampe de chevet. « Madame Moreau ?» fit une voix masculine que je ne reconnus pas immédiatement. « C'est Maître Beauchamp, l'avocat de votre fille. Je sais qu'il est tard, mais Camille insiste pour que je vous contacte. Elle dit avoir des informations cruciales à vous révéler, des choses que vous devez savoir avant le procès. »« Je n'ai rien à entendre de sa part, » répondis-je sèchement. Tout ce qu'elle avait à dire, elle aurait dû le dire avant d'essayer de me tuer. « Madame, je vous en prie, écoutez-moi. Il ne s'agit pas d'excuses ou de justifications. Camille prétend que vous êtes toujours en danger, qu'il y a d'autres personnes impliquées dans cette affaire. Elle refuse de parler à la police avant de vous avoir parlé à vous. Cela concerne votre sécurité. » Ces derniers mots me glacèrent. D'autres personnes impliquées, qu'est-ce que cela signifiait? Malgré ma colère, malgré ma douleur, l'instinct de survie prit le dessus. « Très bien. Où est-elle ? » ?»« Au commissariat du 4e. Elle est en garde à vue. Le capitaine Roussel a accepté qu'elle vous voie, mais seulement pour une demi-heure et en présence d'officiers. 1 heure plus tard, je me retrouvais dans une salle d'interrogatoire au néon cru, séparée de Camille par une table métallique froide. Elle avait vieilli de 10 ans en une journée, son visage bouffi par les pleurs, ses yeux cernés et injectés de sang. Le capitaine Roussel et le lieutenant Dubois se tenaient dans un coin de la pièce, observant attentivement chaque geste, chaque expression. « Maman, » commença Camille d'une voix rauque, « je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne le mérite pas. Mais ce que je vais te dire maintenant peut te sauver la vie. Julien n'a pas agi seul. Quelqu'un l'a poussé à le faire. Quelqu'un qui voulait ta mort pour d'autres raisons que l'argent de l'assurance. » Mon cœur se mit à battre plus vite. Je me penchai en avant, captivé malgré moi. « De qui parles-tu ? » ?»« De ton beau-frère, Philippe, le frère d'Antoine. » Le nom me frappa comme une gifle. Philippe Moreau, le frère cadet d'Antoine, avec qui j'avais toujours entretenu des relations cordiales mais distantes. Depuis la mort de mon mari, je ne l'avais vu que 2 ou 3 fois, lors de commémorations ou d'occasions familiales. Philippe,
répétai-je, incrédule. Qu'est-ce que Philippe a à voir avec tout ça? Camille prit une profonde inspiration, ses mains menottées posées sur la table, tremblant légèrement. Il y a 6 mois, Julien l'a rencontré par hasard dans un bar près de la Part-Dieu. Ils ont commencé à parler, Julien lui a confié nos problèmes d'argent, et Philippe a mentionné que tu possédais quelque chose de très précieux, quelque chose dont même papa ignorait l'existence. Des documents, des lettres, cachés quelque part dans la maison. Des lettres qui prouveraient que le grand-père d'Antoine, Pierre Moreau, avait collaboré avec les nazis pendant l'occupation, qu'il avait dénoncé des familles juives en échange de la confiscation de leurs biens, dont une propriété immense à Neuville-sur-Saône. Je restais bouche bée, incapable de prononcer un mot. Pierre Moreau, un collaborateur. C'était impossible. Antoine m'avait toujours parlé de son grand-père comme d'un résistant, un héros qui avait risqué sa vie pour sauver des réfugiés. « Philippe t'a raconté que le grand-père de ton mari était un collaborateur ?» demanda le capitaine Roussel, s'avançant brusquement. « Et vous l'avez cru ?»« Il nous a montré des preuves, » répondit Camille. « Des photos, des copies de documents. Il a dit que si ces informations étaient révélées, la réputation de la famille Moreau serait détruite, mais surtout que les descendants des familles dénoncées pourraient réclamer la restitution de la propriété de Neuville, qui vaut aujourd'hui plusieurs millions d'euros. Cette propriété appartient légalement à maman depuis la mort de papa. Mais si les documents prouvant la collaboration sortent, elle serait obligée de la restituer. « Et alors ?» demandai-je, trouvant enfin ma voix. « Même si c'est vrai, même si Pierre Moreau était un monstre, pourquoi Philippe voudrait-il ma mort? Cette propriété ne lui appartient pas. »« Parce que, » continua Camille, les yeux baissés, « Philippe est lui-même endetté, encore plus que nous. Il a emprunté massivement à des gens dangereux, des gens qui ne plaisantent pas avec les remboursements. Il pensait pouvoir récupérer la propriété en contestant le testament d'Antoine, en prétendant que papa n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales quand il l'a rédigé. Mais pour ça, il fallait que tu sois morte avant qu'il ne lance la procédure. Morte sans testament récent qui réaffirmerait clairement tes volontés. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, formant une image encore plus horrible que ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas seulement la cupidité de ma fille et de mon gendre. C'était une conspiration complexe impliquant mon propre beau-frère, visant à me tuer pour des secrets de famille enfouis depuis plus de 70 ans. « Philippe vous a donné la digitaline ?» demanda le lieutenant Dubois, sortant son carnet. « Non » répondit Camille. « Il nous a juste dit où la trouver, comment l'extraire. Il nous a guidés, nous a donné le courage de le faire. Il a dit que c'était la seule solution, que maman ne souffrirait pas, que ce serait comme s'endormir. Il a dit que maman avait vécu une belle vie, qu'elle était vieille de toute façon, qu'elle n'avait plus beaucoup d'années devant elle. La brutalité de ces mots, la froideur avec laquelle ma vie avait été évaluée et jugée dispensable, me coupa le souffle. Je me levai brusquement, la chaise raclant bruyamment le sol, incapable de rester assise une seconde de plus. « Où sont ces documents ?» demandai-je d'une voix que je ne reconnus pas, dure comme de l'acier. Ces soi-disant lettres prouvant la collaboration de Pierre Moreau, Philippe a dit qu'elles étaient cachées dans le grenier de ta maison, dans une vieille malle que grand-père Pierre avait laissée à papa. Une malle en cuir marron avec des initiales en laiton. Il a dit que tu ne les avais probablement jamais trouvées parce que la malle était scellée et que tu n'avais aucune raison de l'ouvrir. Je connaissais cette malle. Elle était effectivement dans le grenier, poussée dans un coin derrière des cartons de vieilles affaires. Je ne l'avais jamais ouverte, respectant le souhait d'Antoine qui m'avait dit qu'elle contenait des souvenirs personnels de son grand-père qu'il préférait ne pas regarder. Je n'avais jamais insisté, pensant qu'il s'agissait simplement de la douleur du deuil. « Je veux rentrer chez moi », déclarai-je au capitaine Roussel. « Je veux voir cette malle. Si ce que dit Camille est vrai, ces documents doivent être trouvés et examinés. »« Nous vous accompagnons, » répondit-il immédiatement. « Si Philippe Moreau est réellement impliqué dans cette affaire, nous devons le confronter avec des preuves solides. » Je jetai un dernier regard à Camille, qui me fixait avec des yeux suppliants, espérant peut-être un mot, un geste qui indiquerait que sa confession changeait quelque chose entre nous. Mais rien ne pouvait changer. Elle avait fait son choix,
et je ferai le mien. Nous arrivâmes chez moi une demi-heure plus tard, accompagnés de 3 officiers. Je les conduisis au grenier, montant les marches étroites en bois qui grinçaient sous nos pas. L'espace était encombré de décennies de vie accumulées. Vieux meubles, cartons de photos, valises démodées, tout le bric-à-brac qu'on accumule au fil des ans et qu'on ne peut se résoudre à jeter. Dans le coin le plus reculé, exactement là où Camille l'avait décrite, se trouvait la malle en cuir marron, ses initiales PM, gravées en laiton terni sur le couvercle. Le capitaine Roussel l'ouvrit délicatement, utilisant des gants pour ne pas contaminer d'éventuelles preuves. À l'intérieur, soigneusement empilés et protégés par du papier de soie jauni, se trouvaient des dizaines de lettres, de documents officiels, de photographies. Nous les examinâmes un par un à la lumière crue d'une lampe torche, et ce que nous découvrîmes me donna envie de vomir. Pierre Moreau avait effectivement été un collaborateur. Les lettres le prouvaient sans l'ombre d'un doute. Correspondance avec des officiers allemands, liste de noms de familles juives cachées dans le quartier, reçus pour des services rendus, payés en argent et en biens confisqués. Et surtout, un acte de propriété daté de 1943, transférant la magnifique propriété des Goldstein à Neuville-sur-Saône, à Pierre Moreau, en reconnaissance de sa loyauté envers le Reich. La famille Goldstein avait été déportée 3 jours après avoir été dénoncée. Aucun n'avait survécu. Je m'assis par terre, les jambes ne me portant plus, tenant entre mes mains tremblantes la photographie d'une famille souriante. David et Sarah Goldstein avec leurs 3 enfants, prises devant leur belle propriété en 1938. 5 vies détruites, 5 âmes anéanties par la cupidité et la lâcheté d'un homme. Et cet homme était le grand-père de mon mari défunt, un homme dont le sang coulait dans les veines de Camille, de mes petits-enfants. Antoine savait-il ? Demandai-je au capitaine Roussel, ma voix à peine audible. Mon mari savait-il ce qu'avait fait son grand-père ? Nous ne pouvons pas en être sûrs, répondit-il doucement. Mais s'il gardait ces documents cachés et scellés, refusant même de les regarder, il avait peut-être des soupçons. Ou peut-être que quelqu'un lui avait révélé la vérité sur son lit de mort. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités policières. Philippe Moreau fut arrêté à l'aube, dans son appartement de Villeurbanne, trouvé en possession d'autres documents, volés des archives familiales et de correspondances avec Julien prouvant sa participation active au complot. Son interrogatoire révéla l'étendue de son désespoir financier. 250 000 € dus à des prêteurs privés peu scrupuleux, des menaces de mort s'il ne payait pas avant la fin de l'année et une obsession maladive pour la propriété de Neuville qu'il considérait comme son dû, son héritage volé par le testament d'Antoine qui m'avait tout légué. Le scandale éclata dans la presse locale 2 jours plus tard. Le secret sombre de la famille Moreau, titraient les journaux. Une collaboration révélée 80 ans plus tard. Une tentative de meurtre pour cacher les crimes du passé. Ma vie privée fut étalée sur la place publique, disséquée, commentée. Les journalistes campèrent devant chez moi. Les descendants de la famille Goldstein, miraculeusement retrouvés au Brésil où certains avaient émigré après la guerre, firent appel pour réclamer la restitution de leur propriété ancestrale. Je n'hésitai pas une seconde. La propriété de Neuville, que j'avais visitée seulement 3 fois en 40 ans de mariage, que je n'avais jamais considérée vraiment comme mienne, je la leur rendis immédiatement. C'était le moins que je puisse faire pour réparer, même partiellement, même symboliquement, l'horreur commise par Pierre Moreau. L'argent, les biens matériels, tout cela me semblait maintenant dérisoire face à l'ampleur de la tragédie. Le procès de Camille et Julien eut lieu 6 mois plus tard, au palais de justice de Lyon. Je témoignais pendant 3 heures, racontant chaque détail de cette matinée de Noël, de la tasse échangée, des révélations successives. Je regardais ma fille dans les yeux pendant tout mon témoignage, refusant de détourner le regard, refusant de lui offrir le confort de mon pardon. Elle fut condamnée à 12 ans de prison pour tentative de meurtre avec préméditation, Julien à 15 ans en tant qu'instigateur principal. Philippe Moreau écopa de 10 ans pour complicité et incitation au meurtre. Thomas et Léa, mes petits-enfants de 8 et 10 ans, vinrent vivre avec moi. La décision fut difficile, douloureuse, mais nécessaire. Ils méritaient une enfance stable, loin de la noirceur de leurs parents.
Je leur expliquais tout, adaptant la vérité à leur âge, ne leur mentant jamais mais ne leur imposant pas non plus le poids complet de l'horreur. Ils pleurèrent beaucoup, posèrent des questions auxquelles je répondis avec toute l'honnêteté dont j'étais capable. Et lentement, très lentement, nous construisîmes une nouvelle famille. Une famille bâtie non pas sur les mensonges et les secrets, mais sur la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Thomas développa une passion pour l'histoire, particulièrement l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, comme s'il cherchait à comprendre les racines du mal qui avait touché notre famille. Léa devint une enfant solaire, déterminée à répandre de la gentillesse partout où elle allait, comme pour compenser la noirceur de ses parents. 2 ans après cette terrible matinée de Noël, je me retrouvais assise dans le même fauteuil, dans la même maison, mais dans une vie entièrement différente. La neige tombait encore sur Lyon, recouvrant les toits de Croix-Rousse de ce même manteau blanc qui avait été le témoin de ma quasi-mort. Mais cette fois, Thomas et Léa étaient avec moi, préparant des cookies dans la cuisine, leur rire résonnant dans ces pièces qui avaient été trop silencieuses pendant trop longtemps. Je pensais souvent à Camille, enfermée dans sa cellule, purgeant sa peine. Parfois, tard dans la nuit, je me surprenais à pleurer pour la petite fille qu'elle avait été, pour les rêves que nous avions partagés, pour la famille que nous aurions pu être. Mais je ne regrettais rien de mes décisions. J'avais choisi la vie, la vérité, et surtout, j'avais choisi de protéger mes petits-enfants du poison de la cupidité et du mensonge. La propriété des Goldstein fut restituée à leurs descendants, qui transformèrent une partie du domaine en mémorial et en centre éducatif sur la Shoah. Je fus invitée à l'inauguration, un moment bouleversant où je serrais dans mes bras Rachel Goldstein Santos, la petite fille de David et Sarah, une femme de mon âge aux yeux remplis de larmes et de gratitude. « Vous n'êtes pas responsable des crimes de votre beau-père », me dit-elle ce jour-là. Mais en restituant cette propriété, en reconnaissant la vérité, vous avez rendu à ma famille quelque chose que nous pensions perdu à jamais, notre dignité, notre histoire. Et c'est ainsi que se termina cette histoire qui avait commencé par une tasse de thé empoisonnée un matin de Noël. Une histoire de trahison et de cupidité, certes, mais aussi une histoire de survie, de vérité et, finalement, de rédemption. Pas pour Camille, qui devrait porter le poids de ses actes pour le reste de sa vie, mais pour moi, pour Thomas, pour Léa, et peut-être, d'une certaine façon, pour les âmes des Goldstein qui pouvaient enfin reposer en paix. J'avais appris que l'amour d'une mère, aussi profond soit-il, ne peut pas tout excuser. Que la famille n'est pas définie par le sang, mais par la loyauté, l'honnêteté et le respect. Que parfois, la chose la plus aimante qu'on puisse faire est de dire non, de tracer une ligne, de refuser de cautionner le mal même quand il porte le visage de ceux qu'on aime. Et surtout, j'avais appris que même à 72 ans, même après avoir frôlé la mort, même après avoir vu s'effondrer tout ce qu'on croyait savoir sur sa famille, on peut recommencer, on peut reconstruire, on peut choisir de vivre pleinement, authentiquement, courageusement. Car cette tasse que j'avais échangée ce matin de Noël ne m'avait pas seulement sauvé la vie. Elle avait révélé des vérités que je devais connaître, détruit des illusions qui devaient mourir, et ouvert la voie à une nouvelle existence, plus petite peut-être, plus modeste, mais infiniment plus vraie. Et tandis que Thomas et Léa m'appelèrent de la cuisine pour venir goûter leurs cookies, tandis que l'odeur de la cannelle et du chocolat emplissait la maison, tandis que la neige continuait de tomber doucement sur cette ville que j'aimais tant, je me levai de mon fauteuil avec un sourire. Un sourire fragile, certes, hanté par tout ce que j'avais perdu, mais un sourire authentique, porteur d'espoir. Parce que malgré tout, malgré la trahison et la douleur, malgré les secrets sombres et les mensonges, j'étais encore vivante. Et tant qu'on respire, tant qu'on aime, tant qu'on choisit la vérité même quand elle fait mal, il y a toujours, toujours une raison d'espérer. Voilà. Vous connaissez maintenant toute mon histoire, chaque détail de ce matin de Noël qui a changé ma vie à jamais. Je ne vous ai rien caché, même ce qui fait encore mal quand j'y pense, même ce qui me réveille certaines nuits avec le cœur battant. Partager tout cela avec vous n'a pas été simple, mais je l'ai fait parce que je sais que derrière chaque écran,
il y a peut-être quelqu'un qui a vécu quelque chose de semblable, quelqu'un qui comprend cette douleur particulière d'être trahi par ceux qu'on aime le plus. Maintenant, c'est votre tour de parler. Je veux savoir ce que vous pensez vraiment de tout cela. Si vous étiez à ma place, auriez-vous échangé ces tasses? Auriez-vous pu pardonner à votre propre enfant après une telle trahison? Auriez-vous trouvé la force de témoigner contre votre fille au tribunal? Ces questions me hantent encore, et j'aimerais comprendre comment vous, qui m'avez écouté jusqu'au bout, auriez réagi dans cette situation impossible. Vos réponses comptent pour moi plus que vous ne l'imaginez. Dites-moi aussi d'où vous m'écoutez en ce moment. Êtes-vous à Paris, à Marseille, à Lyon comme moi? Ou peut-être à Alger, à Casablanca, à Montréal? Savoir que cette histoire traverse les frontières, qu'elle touche des cœurs dans différentes villes, différents pays, me rappelle que la douleur humaine est universelle, mais aussi que la capacité de survie et de reconstruction l'est tout autant. Chaque commentaire que vous laissez est comme une main tendue à travers l'écran, une preuve que nous ne sommes jamais vraiment seuls dans nos épreuves. Si ce récit a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, si vous avez senti votre gorge se serrer en écoutant certains passages, si vous vous êtes reconnu dans mes doutes ou dans mes choix, alors restez avec moi pour les prochaines histoires. Abonnez-vous à cette chaîne, parce qu'il y a encore tant de vérités à partager, tant de parcours difficiles qui méritent d'être racontés. Votre présence ici, votre engagement, transforme ces confessions en quelque chose de plus grand qu'un simple témoignage solitaire. Peut-être avez-vous vécu une trahison familiale qui vous a marqué à jamais. Peut-être avez-vous dû prendre des décisions impossibles qui vous hantent encore. Peut-être que quelqu'un que vous aimiez vous a déçu d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Si c'est le cas, sachez que je vous comprends, profondément, intimement. Nous sommes une communauté de survivants, de personnes qui ont choisi de continuer malgré la douleur, malgré la trahison, malgré tout. Alors écrivez-moi dans les commentaires. Racontez-moi votre propre histoire, même brièvement. Dites-moi si vous auriez fait le même choix que moi. Dites-moi d'où vous venez et pourquoi cette histoire vous a touché. Chaque mot que vous partagez enrichit cette conversation, crée des ponts entre nos expériences, nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, nous ne marchons jamais seuls. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir eu le courage de m'accompagner dans ce voyage douloureux mais nécessaire. À très bientôt. Pour une nouvelle histoire, un nouveau témoignage, une nouvelle vérité qui mérite d'être partagée. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que quelle que soit l'épreuve que vous traversez, il y a toujours une raison d'espérer et de continuer.